Madeleine. Je suis contente de vous recevoir enfin. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, essayé d'organiser quelque chose et puis finalement, il y a toujours eu un problème. On n'a jamais pu, mais là, ce soir, bon, sauf s'il y a une coupure d'électricité, voilà, rien ne devrait nous empêcher de participer à cette rencontre. On va donc parler de l'Iguane de Mona. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce livre, enfin en tout cas nous en parler un petit peu sans tout nous dévoiler? Oui, alors c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Paul et qui a une quarantaine d'années, qui fait un métier qu'il n'aime plus, on va même dire qu'il déteste, et qui décide de changer complètement de vie et d'embarquer sa famille aussi dans ce changement de vie. C'est un roman assez différent des anciens, enfin des précédents. En tout cas, que j'ai trouvé assez différent. C'était voulu de vraiment changer comment dire, de changer de style, d'avoir quelque chose d'un peu plus ironique peut-être et un peu plus sombre ou pas. Je ne sais pas si c'était voulu, c'était ce que j'écrivais à ce moment-là. À chaque fois que j'écris un roman, je suis dans une ambiance, dans une bulle particulière. Et celui-ci est devenu sombre assez rapidement. Le personnage est au départ assez dépressif, mais c'était peut-être mon humeur du moment. Et puis je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui était un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de sa vie, mal dans ses baskets. Il y a un autre personnage qui va être dépressif au cours du roman que moi j'ai adoré. C'est Pomme, le chien de Paul. Euh, Pourquoi un chien? Pourquoi un gros chien? Et pourquoi l'avoir rendu dépressif? Alors, c'était un petit peu le. Voilà, j'aime beaucoup les chiens, les gros chiens. J'ai déjà eu des chiens et un gros chien en particulier voilà, qui a pris beaucoup de place physiquement et puis plus que ça même dans ma vie. Et, euh, et c'est l'idée de le rendre dépressif, c'était un petit peu le coller au personnage. On dit souvent que les chiens et leur maître partagent plein de choses et là je voulais leur faire partager une dépression et pas simplement les restes d'un repas. Euh, il y a pas mal de choses assez surprenantes dans ce roman et ça commence dès le début avec la pluie. Alors là, on est en plein dedans. Il ne pleut au début du roman que sur Paul. Il ne pleut que sur Paul, effectivement. Il ne pleut pas sur les autres et il pleut sur Paul. Alors, euh, au lecteur de voir s'il pleut vraiment sur Paul ou si Paul pense qu'il pleut sur lui ou si le lecteur croit qu'il pleut sur Paul seulement. C'est vraiment à chacun de se faire son idée. En tous les cas, c'est quelque chose d'assez étrange oui, qui lui arrive à ce pauvre personnage qui est tout le temps trempé. Alors, il pleut sur lui et il pleut sur son chien, Ouais. par la force des choses. Il y a une phrase qui m'a marquée, et pourtant elle est au tout début du roman, donc Mhm. je ne m'attendais pas à la trouver. C'était: je détestais la fin des choses parce que je redoutais de ne jamais les retrouver. C'est le sentiment de l'auteur ou c'est vraiment une pensée attribuée à Paul à 100%? Je pense que je peux partager cette opinion. La fin des choses, ça peut être, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, quelque chose de très bateau, hein, la fin des vacances. La fin des vacances, on a l'impression qu'on est dans une tristesse souvent quand on est à la fin d'un séjour, par exemple. On a l'impression qu'on repartira plus jamais en vacances. Et c'était un peu ça l'idée, de dire que finalement, on, on avait l'impression que tout allait toujours s'arrêter et ne jamais revenir. Et étant donné l'état d'esprit de ce Paul qui est vraiment mal dans ses baskets, forcément, il ne pouvait avoir que cette pensée. Alors, le livre s'appelle L'Iguane de Mona. C'est un animal que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'iguane de Mona? Mhm. Pourquoi avoir choisi cette iguane-là en symbole, si je puis dire, de ce roman? Alors, l'iguane de Mona, bon, en fait, moi, au départ, je ne connaissais pas non plus spécialement cette iguane de Mona, qui est une espèce endémique qui vit sur cette île de Mona, qui est une petite île qui appartient à Porto Rico. J'ai lu un bouquin sur les iguanes et puis j'ai écouté des émissions aussi sur les iguanes. On allait me dire qu'est-ce qu'il fait de sa vie à lire des bouquins sur les iguanes et à écouter des émissions sur les iguanes. Mais c'était comme ça, voilà, ça s'est présenté, c'était juste de la curiosité. Et j'ai entendu parler sur France Culture de cette iguane qui est l'animal le plus paresseux du monde. Voilà,
qui ne s'occupe de personne, même pas de ses petits. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ça, un animal qui ne fait absolument rien de sa vie, qui passe simplement son existence à se faire dorer la pilule, hein, à se dorer la pilule au soleil, et puis c'est tout, il fait rien. Et j'ai essayé d'appliquer ça à Paul, qui a envie de ne rien faire du tout. Au début, il a quand même quelques envies. Il ne se dit Mhm. pas juste qu'il va ne plus rien faire. Il arrête de travailler, d'abord sur un coup de tête, et il va se lancer dans plein de petits projets, dont un, ça va être de se débarrasser de larves. Voilà. La maison est envahie de larves. La maison on va dire, même mangée par les larves petit à petit. Et il veut absolument les éradiquer, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il n'est pas spécialiste en larves. Mais qui est spécialiste en larves? Tu ne sais pas, hein. Donc, il essaie de se débrouiller, de prendre des conseils et puis d'essayer des produits, tous plus chimiques les uns que les autres. Mais en fait, rien n'y fait. Et alors, ce qui est dingue pour ce personnage, c'est qu'il essaie de tout cacher à sa famille. Personne ne doit savoir qu'il y a des larves, personne ne doit savoir qu'il a arrêté de travailler. Euh, il n'y a que le chien qui le sait. Et le voisin d'en face. Et le voisin qui l'épie, évidemment, parce qu'il y a toujours un voisin qui épie. Bien sûr, dans chacune de nos vies, il y a un voisin qui épie nos faits et gestes. Mais voilà, il y a ces deux personnages qui savent, mais les deux, on va dire les deux premiers intéressés, les deux principaux intéressés, c'est-à-dire son épouse et puis son enfant, eux ne savent absolument rien. Donc il passe sa vie à dissimuler des choses, ce qui est absolument incroyable et invivable comme existence. Alors moi, j'ai une question qui m'a travaillé un peu tout le long du roman. Mhm. Quel est votre rapport au Rougon-Macquart? Alors, comme ça. J'aime beaucoup l'œuvre de Zola, bien sûr, hein. Bon, ça va, vous savez, je suis professeur de lettres, je ne me suis pas trompé. Déjà dit, je ne me suis pas trompé, j'ai pas dit, j'aime beaucoup l'œuvre de Flaubert, hein. Je suis tombé sur le bon auteur. Donc, les Rougon-Macquart, c'est bien Zola, on est bien au 19e siècle. J'ai juste pour l'instant. Non, j'aime beaucoup les textes les plus sombres de Zola, en particulier un texte qui s'appelle le rêve, et puis l'autre qui s'appelle la joie de vivre. Voilà. Donc, ce sont deux romans que j'aime énormément, qui sont dans une sorte qui nous élèvent dans une sphère un petit peu nébuleuse, comme ça, assez intéressante. Et à part ça, à part ces deux romans, je ne suis pas non plus un spécialiste de Zola, ni un amoureux de ces romans. Alors, moi, je vais vous retourner la question. Pourquoi vous me la posez, cette question? Eh ben, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Paul a autant de haine, si je peux dire, envers les Rougon-Macquart, parce que c'est des livres il va arracher des pages pour cacher les larves, notamment avec ces livres-là. Et ce n'est que ces livres-là. On sent qu'ils ont une importance folle pour Mhm. Kate, qui est sa femme. Et pourtant, il va prendre un malin plaisir, je trouve, à arracher les pages et à laisser la bibliothèque remplie de Zola Mm. s'effondrer. Alors, parce que je pense que Zola, on peut enlever quelques pages sans que personne ne s'en rende compte. En fait, c'est ça. Plus les auteurs écrivent, hein, c'est la différence sans doute entre le roman et la poésie. La poésie, si on enlève le moindre mot, la moindre virgule, tout est déséquilibré et on ne comprend plus rien. On perd le rythme, on perd le sens. Alors qu'un roman, alors des milliers de pages, comme celle que Zola a écrite, évidemment, forcément, si on enlève, allez, une petite dizaine de pages par-ci, par-là, qui va s'en rendre compte? Personne. Peut-être Donc, qu'elle, peut-être elle, oui, mais elle ne s'en rend pas compte. parce que si moi, on m'enlève des pages de mes romans préférés, je le saurais. Bien sûr, moi aussi. Il y a un autre auteur qui revient dans le livre, qui visiblement vous est très cher, c'est Proust. Oui, j'ai écrit mon premier roman au sujet de Proust. J'ai raconté dans un roman qui s'appelle Chercher Proust l'histoire d'un passionné de Marcel Proust, un spécialiste de Proust qui est complètement fou, en fait, et qui se gâche la vie et qui gâche la vie de tout le monde avec Marcel Proust. C'est un type qui voit Proust partout. Voilà. Et donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Proust dans un roman, en fait. Dans l'avant-dernier, je n'en avais pas parlé, pas du tout. D'ailleurs, on m'avait fait la remarque, ah, c'est bizarre, tiens, on on voit pas Proust dans ton livre. Alors là, j'ai réussi à le replacer quand même un petit peu avec cette histoire de. C'est toujours sur le mode de l'anecdote, l'histoire de Proust descendant l'escalier de la Madeleine, euh,
qui aurait été filmé, un film qui aurait été retrouvé par une chercheuse. Et donc, les chercheurs se sont étriés pour savoir si c'était vraiment Proust qui marchait. Alors, c'est un film qui dure, je crois, 10 ou 12 secondes. Hein, ça ne dure pas 1 heure. Et j'aime beaucoup jouer avec ça, avec cette image, parce que Proust a développé une idolâtrie complètement incroyable, un peu comme Mylène Farmer et Johnny Hallyday. Mais le problème, c'est que lui, on l'a jamais vu bouger. Hein, donc, et donc là, quand les chercheurs ont trouvé ce petit film, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable dans la communauté des Proustiens. Et je voulais un petit peu me moquer d'eux, comme je le fais régulièrement. Voilà. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, on l'a évoqué très brièvement, c'est le fils de Paul. Est-ce que tu peux nous en parler sans tout dévoiler? Parce que je trouve qu'il a une importance particulière dans le roman, même s'il apparaît très peu, pour le coup, parce qu'on suit vraiment Paul et Pomme, donc son chien en priorité. Et pourtant, quand il apparaît, je trouve qu'il a une puissance vraiment très importante, en fait, autant pour le personnage que pour le lecteur. C'est un petit garçon qui est très sensible, qui est très intelligent, qui perçoit beaucoup de choses, chez son père. Et je voulais donner aussi ce côté très humain au petit garçon. Je voulais pas l'effacer, je voulais pas que ce soit simplement un fantôme qui traverse le roman. Je voulais que ce petit garçon voit son père comme nous ne le voyons pas sans doute, et qui nous apprenne des choses sur son père dans les rapports, parce qu'ils sont toujours ensemble au bout d'un moment dans le roman. Ils restent ensemble parce que le petit garçon ne peut plus se rendre à l'école. Donc, il reste avec son père et je voulais mettre ce genre de scène, je voulais les écrire. Alors, moi, j'ai pas de petit garçon dans la vie, j'ai 2 petites filles. Mais voilà, j'ai écrit un petit garçon. Voilà, je voulais raconter un petit garçon et montrer un petit garçon très étonnant, en tous les cas. Oui. Il se passe un drame dans la vie de Paul qu'on va découvrir vers le milieu du roman. Et on va aussi découvrir une part de son enfance qui n'est pas très joyeuse, loin de là. Il a un rapport très conflictuel avec sa maman, particulièrement. Est-ce qu'un personnage comme Paul aurait pu avoir une enfance très joyeuse et très lumineuse? Non, je ne pense pas, non. Franchement, non, je ne pense pas. Je l'ai construit autour de ce problème familial qui est à l'origine de son état d'adulte. Il n'aurait pas été ce qu'il est s'il n'avait pas vécu ça à la base. Donc, il fallait absolument qu'il soit... il fallait qu'il ait vécu ça pour agir ainsi au cours du roman. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les différents romans que vous avez pu écrire. Le lien familial, dans le précédent, c'était avec la grand-mère, mais avec toute la famille aussi, du coup. Un roman sans lien aussi important pour la famille, qui aurait pu, par exemple, se dérouler juste entre Paul et Pomme, son chien, c'était possible ou pas? Est-ce que c'est envisageable d'écrire un roman où on n'aurait pas du tout la présence de la famille qui a un véritable impact? Je ne pense pas. En tous les cas, actuellement, je ne suis pas sûr de pouvoir écrire autre chose que ce que j'écris. D'ordinaire, il y a toujours des familles, c'est vrai, mais c'est bien de me le faire remarquer. Il y a toujours des familles dans mes romans. Alors pourquoi? Parce que je ne sais pas, on vit tous avec une famille plus ou moins voilà, éloignée. Donc, c'est quelque chose de très important, la famille, pour chacun d'entre nous, bien sûr. Et je ne peux pas écrire autrement que... Voilà, j'ai du mal à répondre à cette question. Je ne peux pas écrire d'autres livres que ceux que j'écris. Voilà. Il y a une couleur qui est revenue tout le long du roman. C'est la couleur rouge. C'est la couleur... Ouais, il y a la tache de vin, il y a la couleur des larves qui est rouge aussi. On va avoir des moments où le sang va être très présent. C'était volontaire? Est-ce que ça a une signification particulière? Le rouge, alors oui, peut-être symboliquement, bien sûr, avec ce qui peut tacher l'existence de Paul, bien sûr. Ça renvoie à des choses aussi qui sont en lien avec la peinture de Marc Rothko,
que j'aime beaucoup et qui apparaît aussi, qui fait partie du roman. Ce peintre est important pour moi. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que je me suis beaucoup intéressé aux écrits de Michel Pastoureau sur les couleurs. J'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup lu ça avant d'écrire le roman et tout a une influence forcément, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Donc le rouge, bien sûr, c'est ça, oui. Il y a une anecdote historique qui m'a fait beaucoup rire dans le roman. C'est la date de naissance de Paul. Il est né le 3 septembre, Mhm, comme le monarque sans palais, qui va devenir qui est un peu une prédiction de ce qui va mhm. arriver plus tard à Paul. Ce genre d'anecdote, comment ça se travaille pour les glisser dans un livre? Parce qu'on ne découvre pas comme ça que le 3 septembre, c'est la date de naissance de Louis XIV, le Ah monarque. oui, c'est ça, ouais, oui. Alors comment ça vient? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Ça vient comme ça. C'est toujours. En fait, comment ça fonctionne. Je lis plein de trucs, j'écoute plein de choses et parfois il y a quelque chose qui fait tilt. Voilà, tout simplement. Je pense. Je me dis ah ça c'est incroyable. Ce personnage historique qui est né voilà, tel jour, ou cette couleur qui revient dans les tableaux de Rothko, ou cette iguane qui est le plus paresseux du monde. Tout ça arrive comme ça et on entend plein de choses, on lit plein de choses, on voit plein de choses. Et puis il y a une chose qui reste comme ça, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça m'a intéressé à ce moment-là, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est revenu dans le roman. Je pense que tous les romans sont la somme de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. On écrit toujours à partir de ça, de ce matériel-là. Comment on écrit un roman comme ça? Est-ce que l'idée, elle vient d'un coup et après on se laisse porter? Ou est-ce qu'il y avait déjà un plan très défini sur le début de l'histoire de Paul et la fin du coup? Il y avait, alors pour ce roman, j'ai fait une sorte de schéma, de squelette du roman, ce que j'avais jamais fait auparavant. D'habitude, je laisse vraiment les choses venir. Et là, j'avais fait un petit, voilà, des petites, comme des petits chapitres en fait, des idées de titres de chapitres qui nous emmenaient jusqu'à la fin de l'histoire. Et, euh, et je trouve que finalement, ça m'a pas. Je pensais que ça allait me contraindre au départ, que ça allait m'enserrer dans quelque chose qui allait me couper de la liberté d'écriture. Finalement, pas du tout. J'étais plus en sécurité, on va dire, avec ce parachute qui était ce schéma. Alors parfois, je me suis éloigné du schéma, bien sûr. Hein. Je ne suis pas resté tout le temps collé au schéma. Mais en tous les cas, oui, pour ce roman-là, j'ai écrit de cette façon. Pour les précédents, c'était un peu plus, on va dire, surréaliste l'écriture. Ça partait dans tous les sens et c'est pour ça que ça donne parfois des romans un peu étonnants. Alors c'est paradoxal parce que vous parlez de chapitres en disant que vous aviez un plan avec des chapitres prédéfinis. Mhm. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, je les ai enlevés après. D'accord. Après, je Pourquoi? les ai enlevés. Je, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai voulu enlever les chapitres. J'ai écrit pas mal de romans avec des chapitres, en fait, avant. Et à chaque fois, je devais trouver des titres aux chapitres. Alors, je suis absolument nul en titres. Je ne trouve pas de titre, j'ai jamais de titre. Je demande toujours à mon éditrice de me trouver un titre, ou alors le titre vient par erreur, comme ça. Voilà, je ne sais pas comment. Et donc, je vais te dire, si tu mets des chapitres, il va falloir trouver des titres à chaque fois, et ça va être encore la galère. Donc, j'ai tout enlevé. Et des chapitres sans titre, c'était pas possible. Juste des Ouais, numéros. j'aurais pu les numéroter. Je compte assez bien pour aller jusqu'à 20 ou 30, je pense. Mais non, j'ai préféré tout enlever. Ok. Euh, Il y a un auteur qui revient, qui est très cher, non, très cher, je ne sais pas si je peux dire ça, à Kate, c'est Molière. Mhm. Pourquoi Molière et est-ce que vous pouvez nous expliquer son rapport euh, avec l'auteur? Alors, en fait, Molière, parce que c'est évidemment un auteur classique. Alors, moi, en tant qu'enseignant, je travaille beaucoup sur les classiques. Donc, Molière, bien sûr. Molière, c'est aussi parler de Corneille, forcément.
Et je voulais parler d'une autre petite embrouille, on va dire, entre universitaires. Certains universitaires soutiennent la thèse que Molière, en fait, que Corneille aurait écrit une partie des comédies de Molière. Voilà. Et qu'il les aurait fait signer du nom de Molière parce qu'il avait un peu honte d'écrire des comédies alors que lui, c'était un grand tragédien. Donc, ça m'a permis de placer ces deux auteurs. Et puis, cette querelle, c'est un peu, on va dire, la même ritournelle qu'avec Proust qui descend les marches d'un escalier. Hein, c'est un peu la même chose. Pour les lecteurs, souvent, on se dit, mais peu importe, hein, que ce soit Corneille qui a écrit ou Molière, ce qui compte, c'est le texte, je crois. Et seulement le texte. Que Proust descende un escalier ou pas, oui, sans doute, il a descendu des escaliers au cours de sa vie. Mais ce qui compte, c'est ses textes, je pense, et pas l'escalier. Ce qui est très paradoxal dans le livre, c'est de comparer Kate et Paul. Elle est pleine d'entrain, elle a plein d'objectifs dans la vie, elle a une vie à 100 à l'heure, on se rend compte qu'elle s'arrête très très peu. Et à côté, on a Paul, qui pour le coup est complètement à l'arrêt, presque léthargique dans sa vie. Il n'a plus envie de travailler, il n'a plus envie de faire grand-chose, à vrai dire. Il n'y a pas que le travail qui est à l'arrêt. Ce contraste-là, c'était drôle à écrire ou pas? Parce que pour le lecteur, c'est drôle à lire, je trouve. Mais souvent, dans un couple, ça fonctionne un peu comme ça, je pense. Quand il y en a un qui est très motivé, qui est très en forme, qui veut faire plein de choses, qui veut sortir, l'autre est un petit peu plus en retrait, et puis les choses s'équilibrent, je pense, comme ça. Et donc, je voyais les choses comme ça pour les deux personnages. Paul, lui, vraiment, il est intéressé par plus grand-chose à part les larves, hein, et comment s'en débarrasser. Mais elle, oui, elle est pleine d'entrain, elle a envie de découvrir plein de choses. Le petit aussi a envie de faire plein de choses. Et le père est complètement... il est hors jeu, en fait. Hein. Il est hors jeu. Si on prend si on file la métaphore sportive, on peut dire que la mère de famille, Kate, et puis le petit garçon sont sur le terrain en train de jouer. Et Paul, lui, est sur le banc de touche. Hein. C'est vrai. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je voudrais aborder le dernier paragraphe, alors sans dévoiler ce qu'il contient, Mm-hmm. le dernier paragraphe du livre. Je l'ai relu 3 fois avant de refermer le livre. Mm-hmm. Je trouve que c'est une conclusion magnifique. Merci, merci, merci. De rien, avec plaisir. et, en fait, je l'ai pris presque comme une morale, comme si je venais de lire une nouvelle. Mm-hmm. C'était quelque chose de vraiment de voulu d'écrire ça. Ouais, j'ai eu l'impression vraiment de lire une nouvelle presque avec une chute, comme si je sortais d'un rêve en fait, comme si Mm-hmm. j'avais rêvé l'intégralité du roman. La morale, oui, je pense qu'il fallait mettre une morale à un moment donné, puisque le thème du conte est très important dans le roman aussi, puisqu'il y a un personnage qui essaie d'écrire un conte. Voilà. Et il fallait une morale à un moment donné, mais une morale, alors, on va dire, j'ai toujours voulu écrire des contes. C'est quelque chose de bizarre, hein, de vouloir écrire des contes, mais je m'en sens pas capable. Et là, j'ai essayé dans ce roman d'en écrire un petit. Voilà, d'écrire un petit conte. Et il fallait que ça se termine, comme tous les contes, par une morale. Alors, si elle est bienvenue, tant mieux. Hein. Je sais pas, je me voyais pas finir le roman autrement que par une petite morale. Ouais. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une suite à ce roman ou pas du tout? Est-ce qu'on pourrait retrouver Paul dans un autre contexte après tout ça? Alors, aucune idée. Je ne sais pas, j'écris complètement autre chose. J'en ai aucune idée. On m'avait demandé éventuellement d'écrire aussi, des lecteurs m'avaient posé la question, est-ce que j'écrirais la suite du précédent roman qui était La maison à droite de celle de ma grand-mère? Et je ne sais pas. Pour l'instant, non, je dirais. Euh, c'est vraiment une part de ma vie. Chaque roman, c'est une part de ma vie. Et une fois que c'est terminé, je ne sais pas si j'aurais envie de m'y replonger. Il y a toute une atmosphère, il y a des artistes. Alors là, il y a Rothko, il y a des musiciens, il y a des chansons, il y a des livres, il y a des auteurs. Je ne sais pas si, une fois que j'en ai parlé, j'ai plus vraiment envie d'y revenir, je crois. C'est un peu comme pour m'en débarrasser.
Et du Sauf pour Proust, finalement, parce que je reviens toujours un petit peu sur Proust, hein, bien sûr. Mais bon, je m'en étais débarrassé quand même pas mal. Et du coup, est-ce que c'est possible qu'on retrouve Michael Uras sur l'île de Mona? Alors, moi, je voudrais bien y aller. Je voudrais bien y aller. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'y aller. C'est une île qui est inhabitée, hein, bien sûr. Euh, J'aimerais bien y aller. Ça doit être assez incroyable d'aller sur cette petite île de Mona. Je ne suis pas sûr que ma famille soit d'accord pour m'accompagner, parce qu'il n'y a rien à faire, hein, vraiment, à part regarder les iguanes. Et en fait, oui, c'est justement le roman permet ça. Le roman permet d'écrire absolument tout ce qui nous passe par la tête. C'est une liberté absolument dingue. C'est le seul espace où on peut faire ce qu'on veut sans, sans aucune limite. Vous écrivez un scénario de cinéma, si vous dites qu'il neige, ça fait tout de suite des milliers et des milliers d'euros pour faire de la neige. Moi, ça me coûte juste de taper sur trois touches. Ça ne coûte rien. Quand on écrit un roman, on écrit absolument ce qu'on veut. Et donc, Mona, c'est inaccessible et en même temps, peut-être il vaut mieux que ça reste un roman. Ouais. On sort d'une période de confinement. Si chaque livre a sa propre ambiance, est-ce que le confinement a aidé à développer une ambiance pour créer un livre après ou pas? Non, absolument pas. De mon côté, non, non, j'ai pas du tout. Je suis en train d'écrire quelque chose, mais j'ai pas vraiment écrit. J'ai dû écrire 2 ou 3 pages, je crois, pendant ce confinement. J'ai pas vraiment réussi à écrire. C'était très particulier. J'ai beaucoup lu. J'ai écrit pour d'autres choses. J'ai j'ai écrit des textes pour, euh, pour les faire lire dans un EHPAD, par exemple, euh, pour changer un peu les idées des patients. Mais j'ai pas du tout écrit, j'ai pas poursuivi mon roman. J'ai réécrit hier, voilà, je le dis, hein, j'ai poursuivi l'écriture du roman hier. Et ça faisait longtemps que j'avais pas repris ce texte-là. C'est un texte auquel je tiens beaucoup et j'espère qu'il deviendra un roman aussi plus tard. Et du coup, ça a été propice à lire, mais pas du tout à écrire. Et il y avait une ambiance dans les lectures. Moi, je sais que j'ai aimé lire des livres qui me faisaient voyager, pour le coup. Est-ce Mhm. qu'il y a une ambiance des livres qu'on a choisis pendant le confinement ou pas? Alors, moi, j'ai lu un truc qui est un livre absolument incroyable qui s'appelle La montagne magique. Je vais vous le montrer. C'est là, de Thomas Mann. Voilà, c'est un bouquin, mais dingue, 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 dingue. C'est un des plus grands textes du XXe siècle. Ça fait 1400 pages, donc il faut être super motivé, hein, vraiment. Je l'avais débuté plusieurs fois et puis j'avais arrêté parce que c'est un roman, justement. Alors, pour résumer l'histoire, ça se passe dans un sanatorium en haut d'une montagne et personne ne bouge, personne ne fait rien. C'est 1400 pages durant lesquelles il ne se passe rien. Les gens sont reclus dans leur sanatorium, donc un peu comme nous pendant le confinement. Ils mangent, ils discutent, ils font une petite promenade, et puis c'est tout. Et moi, j'ai adoré. D'accord. Donc Moi, c'était évidemment présenté comme ça, personne ne va le lire, hein. Mais, euh, mais c'est un roman exceptionnel. Je confirme. Il faut le lire, Madine, parce que vraiment, c'est un très beau texte. Je ne sais pas si vous avez fini ou pas. Moi, j'ai plein de questions. J'ai un premier coucou. Je transmets les messages aussi. Mhm. Il y a Christian qui vous salue et qui dit qu'il croit qu'il va se transformer en iguane. Alors, je ne sais pas si c'est un personnage, si c'est un message personnel, si c'est un nom de code, je ne sais pas, mais c'est très drôle comme message. Ça, super, super, ah bah super, Christian. Je vais rebondir parce qu'il y avait une question de Nat qui disait avez-vous écrit durant le confinement? Donc vous venez d'y répondre. Et sur le même sujet, il y a Olivier qui dit beaucoup d'écrivains ont dit que justement ils n'avaient pas écrit pendant le confinement. Pourquoi, à votre avis? Alors pourquoi je ne sais pas, peut-être parce que tout le monde était confiné et le fait d'être un peu confiné, c'est la vie des écrivains en général. Et on vit peut-être cet isolement par rapport aux autres pour écrire. Je veux dire, quand tout le monde travaille et qu'on est tout seul à la maison, c'est génial d'écrire. Mais quand tout le monde est à la maison, c'est plus la même chose. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Toujours une île. Alors ça, c'est Laurent qui dit toujours une île dans tes romans. Pourquoi pas l'Angleterre à la rencontre d'autres comme Robert Smith?
Alors, je vois poindre un peu de sarcasme là, parce que je suis un grand fan des Cure et de Robert Smith, évidemment. Donc, mais je parle de Robert Smith dans ce bouquin, dans l'Iguane de Mona, je parle de Robert Smith à un moment donné, mais seuls les initiés peuvent comprendre. Parce qu'il y a une petite référence à un clip dans lequel il chante dans une armoire. Voilà. Ils sont confinés dans une armoire. Voilà. Donc, je parle un peu de Robert Smith. Moi, j'ai juste, est-ce que vous pouvez, Michael, montrer la couverture de votre livre? Parce qu'avec Madeleine, on a été confrontés à un petit problème, c'est que nous, on a la première version. Donc, ce serait bien que tout le monde voit la version originale qui est en librairie et sur les tables des libraires. Voilà, magnifique couverture. D'ailleurs, Voilà. pourquoi, si je peux me permettre, y a-t-il eu changement de couverture? Alors, au départ, oui, on avait une couve qui était complètement différente. On était parti là-dessus. Et puis, on a eu quelques petits retours qui nous disaient que finalement, le texte ne collait pas complètement avec la première couverture. Est-ce que je la montre ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Voilà, c'était plutôt voilà, le chien, les larves. Et, moi, j'aimais bien aussi. J'aime bien, moi. Voilà, elles sont sympas les deux. Celle qu'on a gardée, la définitive, est, je pense, plus portée vers quelque chose de plus poétique, de plus impressionniste, on va dire. Et j'essaie d'écrire des romans impressionnistes où finalement, il n'y a pas beaucoup d'action dans ce que j'écris. Hein, il n'y a pas de grandes aventures. Il se passe des petites choses, comme dans nos vies, hein, des toutes petites choses quotidiennes qui font avancer. Parfait. Alors, j'ai une question de Nathalie. Pour quelle raison vous choisissez toujours des faux héros fragiles comme personnage principal? Alors, pourquoi? Parce que je ne conçois pas le héros comme quelqu'un, enfin le héros d'un personnage, le personnage principal, je dirais, comme quelqu'un à qui tout réussit. J'aime bien les gens un petit peu moyens. Oh, Je pense que c'est plus intéressant, de mon point de vue, Mhm. d'écrire la vie de gens moyens. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très moyen, voilà, sans doute. Et donc, ça me permet de parler de choses que je connais. Et puis je connais pas de héros. Moi non plus. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Si, il y a des héros, il y a des héros du quotidien. D'ailleurs, Oui. il y a un message qui vient d'arriver pour vous de Laurent Guyon qui dit « Et toute la maison de retraite s'en souvient et te remercie ». Donc, Ah, on mais c'est fait sympa. référence au petit texte. Ouais. Il y a Benoît aussi qui dit que c'est bien de vous entendre parler de ce roman. On retrouve ton écriture et des éléments caractéristiques comme une île, l'omniprésence de la musique, etc. Est-ce que le prochain pourrait changer et nous surprendre? Alors, il y aura toujours de la musique, c'est sûr, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup la musique. Alors là, je sens poindre encore une fois une part de sarcasme. Celui-ci ne l'aurait pas surpris. C'est vraiment ou moins surpris. Je sais pas. C'est vraiment mon univers en fait. Je veux pas me débarrasser. Ce serait un effort. Peut-être, je ne sais pas si ça fonctionnerait de vouloir me débarrasser de tous ces thèmes qui reviennent. Non, La ça, c'est pas- littérature, la musique, les îles. L'île, c'est vraiment un. Je dirais que c'est le hasard qui m'a amené à parler d'une autre île, puisque j'avais parlé de la Sardaigne Ouais, dans précédemment. l'avant-dernier roman. Voilà, mais c'était différent, puisque la Sardaigne, c'est quelque chose qui va droit au cœur. Alors que Mona, finalement, j'ai jamais mis les pieds, et puis il y a je suis pas du tout sentimental vis-à-vis de Mona. Alors moi, je vais rebondir là-dessus parce qu'en général, l'île, c'est propice à un truc qui va arriver, qui va être tragique. Là, moi, je m'attendais à un moment donné à ce que votre personnage principal, il pète vraiment les plombs, mais qu'il soit vraiment violent. Et finalement, en fait, vous jouez un peu avec les lecteurs parce qu'on s'est dit, bon, ce type-là, il a les larmes, il y a tout qui l'agace. Est-ce qu'il va vraiment péter un plomb? Est-ce qu'il va prendre un couteau? Est-ce qu'il va se passer? Et je trouve que l'île aussi, ça propice. Est-ce qu'un jour, on va vous voir dans un roman un peu plus noir? Vous allez aller jusqu'au bout? Ou pas du tout, je me trompe? Alors là, aucune idée. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'aime bien quand même quand les personnages gardent le contact avec le réel et puis gardent une part de calme par rapport aux situations même les plus extrêmes. Est-ce qu'on peut rester calme avec des larves? Je sais pas, moi. Non, mais Moi, oui, je crois. Je suis quelqu'un d'assez calme. C'est, euh, c'est- mais voilà, je parlerai pas des gens qui vivent avec moi, mais qui sont nettement moins calmes sans doute pour les larves, par exemple. Mais moi, oui. alors, il y a une question de Geneviève. Si ce n'est pas trop intrusif, le prof de lettres que vous êtes se cache-t-il quelque part derrière ce Paul qui souhaite changer de métier? Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Vraiment, j'adore mon métier, j'adore enseigner, j'adore faire découvrir à des adolescents la littérature. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, l'enseignement est beaucoup décrié en ce moment. On dit beaucoup de mal des profs et je trouve ça absolument injuste. Et, euh, et je crois que, mais comme beaucoup d'autres métiers, mais les profs sont essentiels. Alors, quand on est prof de lettres, on a un rôle incroyable, c'est de faire découvrir les auteurs que tout le monde connaît finalement, les faire découvrir pour la première fois aux adolescents. Et c'est quelque chose dont je ne me lasse absolument jamais. Faire découvrir Simenon, faire découvrir Corneille, faire découvrir Molière ou Zola, on en parlait tout à l'heure avec Madeleine. C'est une chance incroyable qui nous est donnée. Et puis voir que chez les ados, justement, bah, ça marche tout le temps. Ils sont toujours intéressés, ils sont toujours partants pour découvrir, pour lire. Lire du Simenon, par exemple, ça pourrait tout de suite faire un peu vieillot. Eh ben, ça marche vachement bien parce que c'est génial, Simenon. Et, et c'est pour ça que, franchement, le métier d'enseignant me plaît énormément. Après, il y a tous les à côté qui ne sont pas extraordinaires, surtout en ce moment. Mais le rapport aux adolescents et aux livres est absolument génial. Il y a juste Benoît qui dit qu'il n'y avait pas de sarcasme. Non, non, je plaisantais, bien sûr. Votre marque de fabrique. Alors, il y a juste une question qui vient d'apparaître de Amandine, mais je ne sais pas si ça va être possible. Elle demande si c'est possible de lire le dernier paragraphe du livre. Alors après, c'est vous qui prenez la décision, mais je ne sais pas. Alors, qu'en pense Madeleine? Bah, c'était ce que j'étais en train de regarder et je vais lire les premières lignes du dernier paragraphe, les 3 premières lignes en fait. Les 3 premières lignes. Parce Alors, qu'après, on va nous dire, oh non, surtout pas, vous allez tout spoiler, tout ça. Donc, c'est vous qui prenez la décision, c'est certainement pas moi. Là, je vous laisse En fait, décider. les 3 premières lignes et les 3 dernières. alors ouais. Alors, je commence et Madeleine, tu liras les 3 dernières alors. Alors, ceux qui ne veulent pas écouter, vous vous bouchez les oreilles. Hein. Voilà. Juste ça. On spoile pas. Non. Alors, la bêtise est un puits sans fond. La mienne, celle des autres. Cette fois-ci, il était hors de question de cacher l'information aux membres de la famille. Kate pleura. Milan aussi. Les livres et les papillons étaient sauvés. Et donc après, il y a un petit passage que je ne vais pas lire. Tout était à notre portée si on ouvrait les yeux. Derrière nous, les iguanes dormaient paisiblement, la mère surveillant discrètement son petit. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, pour rebondir sur des lectures, il y a Anne Vallée qui demandait si Michael pouvait lire un extrait de son prochain livre. Mais ça, je pense que c'est ironique, bien sûr. Oui, oui, là, bien sûr. En plus, c'est un chantier absolu, donc je ne saurais même pas quoi extraire qui soit audible par les autres. Donc, Amandine vous remercie d'avoir lu le passage. Il y a une question de Béatrice. Ce petit garçon ne ressemble-t-il pas à Michael? Le petit garçon dans le fils de Paul, je pense que c'est. Ah, je ne sais pas. Il est sans doute beaucoup plus intelligent que moi. J'ai voulu en faire un petit garçon surdoué. Moi, j'étais pas du tout un surdoué. J'aimais que les livres, hein. Donc, et que la littérature. Donc, pour le reste, c'était pas ça. Mais peut-être un peu, peut-être un peu. Il y a souvent des petits garçons dans mes bouquins. Je sais, c'est peut-être moi, comme j'aurais voulu être. Parfait. Nathalie pose la question suivante. Avez-vous besoin d'ancrer vos histoires à un lieu, par exemple la Sardaigne pour le précédent et là l'île, pour créer une atmosphère particulière à vos romans? Alors, je pense que les romanciers seraient d'accord avec moi, la plupart, dans tous les cas. Le lieu est essentiel pour créer une atmosphère. La plupart des romans se passent dans un lieu vraiment bien marqué. Pour le coup, Mona, je crois, n'est pas essentiel finalement dans le roman, puisque les 3 quarts du roman, même peut-être un peu plus, se situent en France. Où exactement, on ne sait pas vraiment. J'avais pas vraiment besoin d'un lieu particulier au niveau, on va dire, d'une ville ou d'un pays. J'avais besoin d'une maison. Il fallait une maison. Voilà, c'était ça qui comptait. Parfait. Il y a Swan qui vient de poser une question. Parvenez-vous à vous défaire complètement des personnages qui figurent dans vos romans après les avoir fait vivre? Alors, disons que je passe en général un an avec eux, nuit et jour.
Ça m'a pensé à une fable de La Fontaine, nuit et jour à tout venant, etc. Bon, c'est autre chose, hein, mais je reste beaucoup avec eux et je pense à eux tout le temps. D'ailleurs, c'est assez invivable, je crois, pour l'entourage de vivre avec quelqu'un qui écrit des romans. Mais on voit vraiment la vie avec les yeux du personnage dont on parle dans son roman. Et il faut s'en séparer après, c'est très difficile. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de penser j'aurais pu mettre ça, ce personnage aurait pu penser ça dans telle situation, ça aurait été bien de raconter. J'ai raconté l'histoire d'un bibliothérapeute par exemple qui lui à chaque situation de sa vie voyait une référence littéraire et comme je viens de le faire juste avant avec La Fontaine, vous voyez, vous dites un truc et voilà, donc ça peut être une réminiscence de mon personnage d'Alex le bibliothérapeute. Mais on a beaucoup de mal à séparer des personnages parce que vraiment, si on veut que le bouquin tienne un petit peu la route, il faut absolument qu'on soit tout le temps collé au personnage. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et est-ce qu'un jour, vous allez tous les réunir dans un roman? Alors, j'ai fait une petite tentative dans ce sens-là, alors, toujours dans le bibliothérapeute, dans ce roman qui s'appelle Au petit mot, les grands remèdes, dans lequel j'avais replacé le personnage de Chercher Proust. On le voyait réapparaître, voilà. C'était un petit clin d'œil. Après, j'aurais du mal parce que finalement, les personnages sont tellement névrosés, ils finiraient par s'écharper, je pense, tous là, les uns les autres. Ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas? Comme exercice. Oui, pourquoi pas. Vous me donnez une bonne idée. Hein. Oui, les libraires ont des bonnes idées des fois. Je vous donnerai un pourcentage. Hein. Non, pas du tout. Non. Mais il y a des attentes, il y a des lecteurs qui ont des attentes et souvent on nous dit mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne va pas dans cette direction-là? Donc c'est pour ça que je vous soumets. Non, mais bien sûr, je pense, mais après c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure à Madeleine, chaque roman correspond à une période de ma vie et une fois que j'ai passé ce roman, ce cap-là dans ma vie, je passe à autre chose. Voilà. Et revenir, ce serait peut-être comme une régression. Je préfère progresser. Et vous l'avez vécu comment, la crise de la quarantaine? Écoutez, pas si mal que ça. Pas si mal que ça. On n'est pas... avec ma femme et mes enfants, nous habitons dans une maison, nous avons de la place, on n'est pas... Voilà. C'était pas si mal, c'était pas si difficile que ça par rapport à quelqu'un qui vivrait en appartement et voilà, qui aurait beaucoup de difficultés. J'aurais beaucoup de mal à me plaindre de ce qui s'est passé pour nous, en tous les cas. Alors, il y a Nicole qui voudrait savoir, est-ce que vous pourriez vivre sans écrire et vivre sans enseigner? Alors, sans enseigner, oui, parce que c'est ce qui se passe un petit peu là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enseignement c'est vraiment un échange et là on n'est plus vraiment dans l'échange, on est dans autre chose. Vivre sans écrire, non, plus maintenant, c'est devenu une telle habitude que d'écrire. J'aurais vraiment du mal à ne plus écrire. Hein. Vraiment, j'écris toujours des petites choses, même si ça ne finira pas en roman, ou j'écris toujours des petits textes par-ci par-là que je mets sur les réseaux sociaux. Alors souvent c'est pour faire rire, hein, c'est un peu bébête, mais voilà, j'écris toujours, ouais, chaque jour. Il y a un dernier message de votre copain Christian qui dit que effectivement les écrivains sont invivables et qu'il essaye de vous lire entre Etchenoz et Michon. Voilà, donc je passe juste le message. Super. Savoir combien de temps vous avez mis pour l'écrire et comment s'est passé le travail avec votre éditrice ou votre éditeur? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Alors c'est une femme, ouais, c'est Audrey Petit qui est mon éditrice depuis bien longtemps maintenant et avec qui je trouve on arrive vraiment à bien travailler. J'ai mis 6-7 mois pour l'écrire, ce roman. Et ensuite je le donne à Audrey. Voilà. Je l'envoie à Audrey et c'est à chaque fois une épreuve assez terrifiante. C'est-à-dire qu'on attend. On attend le retour et puis... Mais elle est super, Audrey. Elle travaille bien. Oui, là, c'est quelqu'un de génial, comme toute l'équipe du Poche c'est vrai que voilà, ce sont des gens vraiment agréables et très, très compétents. Et donc, on attend, mais alors vraiment comme un enfant qui rend sa copie à un prof et qui attend la bonne ou la mauvaise note. C'est vraiment ça. Hein. C'est extrêmement stressant.
Et puis, et après, c'est la délivrance. Quand l'éditrice, en l'occurrence, vous appelle et vous dit bah, ça m'a plu, c'était chouette et ça va devenir un bouquin. Waouh! Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment dingue. Et quand on écrit un roman, on ne sait jamais si ça va déjà devenir un roman. Quand on écrit un texte, je dirais, on ne sait pas si ça va finir en roman, si ça finira par être publié. On n'a absolument aucune certitude. Donc, quand on a la certitude, quand on nous dit oui, c'est bon, on va en faire un roman, là, il y a une sorte de joie absolument incroyable qui nous envahit. Moi, Et donc, oui, pardon. Allez-y, finissez. Et donc, après, évidemment, on retravaille un petit peu le texte avec Audrey Petit, et puis on reprend les choses qui ne vont pas. Globalement, pour celui-ci, on n'a pas beaucoup modifié le texte. Pour le précédent non plus, il n'y avait pas eu de gros changements. Pour parler du travail avec l'éditeur, vraiment, c'est un travail qui est essentiel. Et je pense que tous les gens qui sont dans l'autopublication n'ont pas cette chance de pouvoir bénéficier de l'aide d'un éditeur. L'éditeur est là pour vous faire progresser, pour faire progresser le texte. Vraiment. Et il faut ranger son orgueil, hein, parce que parfois on vous dit bah non, ça c'est pas bon, ça va pas. Il faut l'accepter. Mais l'objectif, c'est toujours que le texte soit le mieux possible. Et donc, par exemple, l'histoire du bibliothérapeute, j'ai dû réécrire 3 fois le roman pour arriver à quelque chose qui tienne la route. Alors, mon éditrice me disait à chaque fois, quand elle m'appelait, elle me disait « Oui, j'ai bien aimé ce que tu m'as envoyé, mais est-ce que tu pourrais pas éventuellement… Enfin, est-ce que le personnage principal, si c'était un homme, ce serait peut-être mieux ?» Alors, c'était une fille au départ. Et moi, je dis, bien sûr, oui, ce serait peut-être mieux, on va essayer, même s'il faut que je réécrive tout le bouquin après. Je dis oui sans comprendre que je vais m'asséner 6 mois de travail en plus, mais c'est pas grave. Après, au final, c'est pour le bien du roman. Merci, Michael, pour cette humilité, parce que vraiment, c'était important que vous répondiez. Vous n'étiez pas obligé de répondre à la question, mais merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir si vous avez des textes que vous avez écrits, mais que vous ne l'avez pas du tout donné à votre éditrice en disant non, ça va me le renvoyer. Est-ce que vous avez des textes comme ça que vous n'avez jamais donné encore ou pas? Non, je lui ai envoyé des… Non, là, j'ai envoyé… Bon, pour l'instant, avec Audrey, on a quand même réussi à chaque fois quasiment à faire du bout de texte que je lui envoyais, parce que souvent je lui envoie des débuts de texte. Au départ, on est vraiment sur quelques pages, hein. On arrive à faire de ces quelques pages un roman. Une fois, je lui ai envoyé un texte que moi je trouvais absolument génial, vraiment un truc de dingue, et elle m'a dit non. Voilà, donc je l'ai écouté, et puis je l'ai mis dans un coin, ce truc, et puis mais mon idée était vraiment bonne, je vous la soumettrai un autre jour. Mais du coup, est-ce que cet extrait si génial, vous l'avez relu et vous vous êtes dit ok, elle a raison, ou… Ouais. Alors en fait, je lui ai fait totalement confiance. Je me suis dit, ça doit pas être cool. Ça doit pas être bon vraiment. Si elle me dit qu'il faut le mettre de côté, il faut vraiment le mettre de côté. Je sais pas, c'est comme ça. C'est vraiment. Alors la distance par rapport à ce qu'on écrit est très difficile, très très difficile. On peut écrire un texte qu'on va trouver vraiment bien, qui sera vraiment mal perçu par un lecteur, qui va nous dire ah non, ça marche pas du tout. Puis au contraire, quelque chose qui va nous laisser sur notre faim, on se dira j'ai fait un truc, c'est vraiment moyen. On va avoir des retours plutôt positifs. C'est très difficile d'évaluer son propre travail. Donc c'est pour ça que j'en reviens au métier de l'éditeur, à l'importance de l'éditeur qui est là pour guider l'écrivain. Sans éditeur, il n'y a pas d'écrivain, je crois. Nous sommes d'accord. Michael, avant que nous, avec Madeleine, nous fassions notre travail de libraire, est-ce que vous auriez un conseil lecture à donner à nos lecteurs qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, je parlais de… Vous l'avez déjà montré. Donc, j'ai déjà montré La Montagne Magique, ça c'est sûr. Hein. Donc, je redis La Montagne Magique parce que ça, c'est dingue. Dingue. Lisez-le tous. Livre de poche, bien sûr. C'est au livre de poche. Alors oui, bon… je ne fais pas partie des ayants droit de Thomas Mann, mais bon, voilà. Et puis, alors, je pourrais en citer plein. J'aime beaucoup ce livre-là qui s'appelle Hic d'Amélie Lucas-Gary.
au seuil. Voilà, au seuil. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est très, très, très original. Je vous conseille de lire. C'est surréaliste, c'est poétique. C'est vraiment génial. Voilà, lisez-le. Ça s'appelle Ick d'Amélie Lucas-Gary. C'est au seuil. Et ça vaut le coup. Parfait. Madeleine, c'est à toi. Et ben moi, je vous conseille, ça a été mon livre de confinement, ça a été mon premier coup de cœur du confinement. Donc, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, donc, qui est paru au livre de poche juste avant le confinement. C'est l'histoire de deux âmes, Émile et Joanne, qui vont décider de partir vivre ensemble pendant 2 ans alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Et on va suivre leur périple à travers la France. Il ne se passe pas grand-chose en soi, il n'y a pas de grands faits marquants, mais c'est une histoire très humaine qui donne envie de voyager. Et alors, pendant le confinement, ça a été parfait pour moi parce que j'ai vraiment eu l'impression de m'évader. C'est très beau, c'est bien écrit, c'est très bien mis en œuvre. Du début à la fin, ça tient la route. Et pourtant, il fait quand même presque 900 pages, 850 pages. Donc, c'est quand même assez massif. Et j'ai adoré. Et je le conseille vraiment à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, âgés. C'est magnifique. Voilà. Parfait. Moi, je vous emmène sur une île, mais pas du tout la même que celle de Michael. Moi, il n'y a pas d'iguane, il y a des pirates. Donc, c'était pour faire un clin d'œil à Jean-Marie Kemener que nous avons reçu pour son dernier livre. Là, c'est la République des pirates. Donc, on part de Karnak et on va passer par les Antilles pour aller jusqu'au Venezuela. Et il va se passer plein de choses. C'est un grand roman d'aventure. C'est paru chez Pocket et je vous le conseille vraiment. Avant de vous donner le mot de la fin, je voudrais vraiment vous remercier et dire aux lecteurs que ceux qui n'ont jamais lu Michael Uras, il fallait qu'ils aillent en librairie. Alors, à Metz, chez Madeleine, à la librairie Raven, ou partout en France. Tous les libraires sont ouverts. Son livre est sur les tables de librairie, donc allez-y. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui ont une envie subite, là, ce soir, vraiment, et qui ne peuvent pas aller en librairie, que le magasin est fermé, d'aller sur notre site unendroitoualler.com. Vous allez sur la rencontre de Michael et vous allez voir, vous pouvez cliquer sur acheter le livre. Et comme Frédéric de Gelt a bien travaillé, ça géolocalise et ça vous propose une librairie indépendante autour de chez vous. Donc ça, c'est génial. Vous dire aussi que demain, à 19h, je serai là avec Philippe Segui pour son livre « Épaisse le souffle des dieux » aux éditions Plomb. Je voudrais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir été là avec nous ce soir. C'était passionnant, Michael, de vous entendre parler de votre roman et de votre rapport avec votre éditeur. Merci, Madine, d'avoir si bien animé cette rencontre. Je vous laisse le mot de la fin et après, on se dira au revoir. C'est à vous. Alors, qui fait le mot de la fin? Vous pouvez vous dire ce que vous voulez avant qu'on se quitte. Et ben moi, je suis très heureuse d'avoir pu enfin faire cette rencontre qu'on a essayé de faire depuis déjà très très longtemps. Ça fait 3 ans qu'on se rate. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir pu enfin le faire. Oui, moi aussi, vraiment. On est arrivé à faire cette rencontre. Alors, je viendrai présenter le prochain alors. Le rendez-vous est pris. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous deux. Les lecteurs, allez en librairie, soutenez les auteurs en achetant leurs livres et allez voir vos libraires parce qu'ils ont plein de choses à vous conseiller, à vous aiguiller. Donc voilà, allez en librairie. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Merci. Bon week-end.